13 h, bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Du dispositif de lutte contre le virus Ebola, nous irons à Roissy où des contrôles ont eu lieu à l'arrivée du vol en provenance de Conakry. Le pape François continue de bouger les lignes de l'église. Nous serons à Rome alors que le synode, la réunion des évêques, aborde un thème central, celui de la famille. Il s'achèvera demain au Vatican. Alors évolution ou révolution? Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Dans l'actualité maintenant, le gouvernement avait donc annoncé hier le renforcement du dispositif de lutte contre le virus Ebola. Et concrètement ce matin, ce sont les passagers qui arrivaient de Conakry à l'aéroport de Roissy qui ont été accueillis avec des thermomètres laser. Réaction et reportage, Lorraine Gublin et Guillaume Marc. À 5h40 ce matin, ces passagers du vol Conakry-Paris ont été accueillis dès la sortie de l'avion par une équipe médicale. Au moins une dizaine de médecins a pris la température de chacun des 150 à 200 voyageurs directement sur la passerelle de débarquement. On a été agréablement surpris parce qu'on s'attendait quand même à ce qu'on soit retardé par cette mesure. Mais il y avait beaucoup de monde et du coup, c'est allé vite. Les températures, on les a prises assez rapidement et voilà. C'est un flash sur le front et puis on laissait passer les gens. À bord de l'avion, chaque passager avait dû remplir un questionnaire et indiquer où être contacté en France si besoin. C'est quelque chose qui est un peu compliqué, la maladie, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Mais quand même, ça va, c'est rassurant. On se dit qu'il y a des mesures plus ou moins quand même adéquates. Avant d'embarquer, tous avaient déjà passé plusieurs contrôles à l'aéroport de Conakry. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez le lavage des mains. Ensuite, vous avez un service médical qui prend les températures. Ces contrôles ne sont appliqués que sur cette ligne Conakry-Paris, seule liaison directe entre la France et un pays touché par le virus Ebola. Le ministère de la Santé n'envisage pas pour le moment d'étendre ce dépistage aux vols ayant effectué une correspondance. Le gouvernement nigérian avait annoncé hier la prochaine libération suite à un accord avec le mouvement islamiste Boko Haram. Seulement pour le moment, le doute persiste. On est toujours sans nouvelles des 219 lycéennes retenues en otage depuis maintenant 6 mois. L'heure est donc ce midi à la prudence. Marc de Chalvron. Où sont les 219 lycéennes enlevées par Boko Haram? Sont-elles vraiment sur le point d'être libérées? Dans la soirée, les services de sécurité nigérians apportaient quelques précisions d'importance. Nous pouvons vous confirmer qu'il y a des contacts entre le gouvernement du Nigeria et des représentants de Boko Haram. Dans ces discussions, les terroristes nous ont assuré que les lycéennes et toutes les personnes détenues étaient en bonne santé. Voilà qui ressemble à un sérieux rétropédalage. Quelques heures plus tôt, la télévision publique nigériane annonçait en grande pompe un accord de cessez-le-feu entre l'armée nigériane et la secte islamiste Boko Haram, assorti de la libération des lycéennes. Nous n'y sommes donc pas encore et le plus grand flou règne désormais autour du sort des jeunes femmes. Ce n'est pas la première fois au Nigeria qu'un accord de cessez-le-feu est annoncé avant d'être démenti. Le président nigérian est sur le point de lancer sa campagne électorale pour sa réélection. Un contexte assez favorable, il faut bien le dire, à ce genre d'annonce prématurée. L'enlèvement des jeunes femmes, il y a un peu plus de 6 mois, a fait naître un mouvement de soutien sans précédent au Nigeria et dans le monde entier. Sur Internet, Bring Back Our Girls a rallié des millions de personnes, parmi les plus éminentes, comme Michelle Obama, la première dame des États-Unis. Les lycéennes nigérianes avaient été promises par Boko Haram à l'esclavage sexuel. Des débats et de réelles oppositions. Définitivement, le pape François bouge les lignes et bouscule son église. Aujourd'hui au Vatican, les participants au synode sur la famille devraient voter sur un document final. On va retrouver en direct de Rome Renaud Bernard. Bonjour Renaud, le pape n'est-il pas finalement plus moderne que ses évêques? Vont-ils le suivre? Bonjour Laurent, on le saura cet après-midi parce que les évêques sont appelés à voter sur les conclusions de ce synode sur la famille. Tout à l'heure, une majorité des 2 tiers est requise, soit pour adopter ces conclusions, soit pour les rejeter. En attendant, quelques chiffres. On estime que dans le monde, 80% des couples ne se marient pas à l'église et pratiquent même pour la plupart l'union libre. En France, 15% des couples catholiques divorcent. Alors, en poussant pour une plus grande ouverture à toutes ces nouvelles formes de famille, c'est vrai que François ne se fait pas que des amis à l'intérieur du Vatican, mais il se met en phase avec le monde contemporain, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Gianclaudio Calderara. Pendant 2 semaines, François n'a rien dit. Il a écouté les opinions de tous les évêques.
mais l'ombre de sa pensée a plané sur ces débats sur la famille. Le nouvel accueil que pourrait offrir l'Église au mariage civil, au concubinage, aux couples homosexuels, c'est la marque indiscutable de son ouverture d'esprit et c'est aussi l'attente de nombreux fidèles. L'homosexualité, déjà, c'est pas une maladie, c'est pas un choix de la personne, donc je pense qu'ils ont les mêmes droits qu'un couple hétéro, voilà, et que la religion doit effectivement se mettre au diapason. Nous, on est tout à fait favorables au concubinage, au mariage pour tous, à la vie de chacun et à la liberté de chacun. Je ne sais pas si je vais pas les appeler les intégristes catholiques seront de cet avis-là, mais je crois que ça pourrait faire évoluer beaucoup de choses. Effectivement, ça n'est pas gagné. Les plus grandes résistances, c'est à l'intérieur même de l'Église que François les rencontre. Les religieux sont très divisés sur ces projets d'ouverture. Ça va à l'encontre du dessein de Dieu, de la volonté de Dieu, de concevoir la famille comme l'union d'un homme et d'une femme. Moi, je suis ici depuis 50 ans et je peux vous dire que je n'ai jamais fermé la porte à un homosexuel, et je prépare à la paroisse de baptême, avec beaucoup de couples qui ne sont pas mariés. Parce que ces clivages étaient inévitables, François a déjà convoqué un second synode, une nouvelle assemblée d'évêques sur ces mêmes questions pour l'an prochain, même si c'est lui qui tranchera en dernier ressort. Ces images maintenant en provenance de Belgique, commémoration de la Première Guerre mondiale. Le roi Philippe et la reine Mathilde et près de 10 000 personnes réparties le long de 84 km de front ont rendu hommage aux 600 000 victimes disparues sur le front justement il y a 100 ans, le 16 octobre 1914. Ordre fut donné d'ouvrir les écluses pour inonder les terres afin d'arrêter la course de l'armée allemande. On revient en France avec ces premiers éléments du rapport de la Cour des comptes qui sera officiellement rendu jeudi et qui dénonce les folles dérives du TGV au banc des accusés. L'État et les élus qui ont voulu étendre le réseau à tout prix. Explication Françoise Vallée. Pendant 30 ans, le TGV, fleuron de la SNCF, est resté une affaire rentable. Mais depuis quelques années, les comptes de la grande vitesse déraillent. La Cour des comptes dénonce des prévisions de rentabilité trop optimistes par rapport à la réalité. Exemple, le TGV Nord, 12,9% de taux de rentabilité promis, contre seulement 3% dans les faits. Même chose pour le TGV Méditerranée, 8% annoncé, 4,1% au bout du compte. En cause, des investissements faramineux poussés par des élus locaux qui veulent tous avoir leur TGV. Aujourd'hui, 230 gares sont desservies. C'est trop pour être rentable, souligne le rapport. Le succès commercial est pourtant au rendez-vous, mais il ne suffit pas à rembourser les dettes. Un constat partagé par le PDG de la SNCF depuis plusieurs années. La SNCF ne peut pas tout payer toute seule, les voyageurs ne peuvent pas tout payer tout seuls, donc il y a un débat, le gouvernement en est parfaitement conscient, il faut trouver des solutions de financement si on veut continuer à développer la très grande vitesse à la française. Ce rapport, qui sera officiellement rendu jeudi, pèsera dans les décisions à prendre sur les futures lignes à grande vitesse. Après les lieux publics, les restaurants, les administrations, nouvelle étape dans la lutte contre le tabac, la cigarette pourrait être interdite dans les parcs parisiens. Une expérience est d'ailleurs menée depuis ce matin dans le parc Montsouris. Evelyne Goldman, Benjamin Poulain. Depuis ce matin, un panneau tout neuf sur les grilles des aires de jeu du parc Montsouris. Interdit aux fumeurs, une mesure qui fait l'unanimité des parents, d'abord pour des raisons de santé. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui entre guillemets, qui s'en foutent un petit peu que les enfants soient à côté et qui fument. Et que c'est une mauvaise chose pour la santé des tout-petits. Je crois que c'est normal parce que les petits ramassent après les mégots, peuvent les mettre à la bouche. Donc je pense que les espaces réservés aux enfants, oui, doivent être interdits aux fumeurs. Aujourd'hui, pas un mégot par terre, pas une cendre de cigarette. Les petits peuvent s'adonner à leur jeu préféré en toute sécurité. Pour beaucoup de parents, les fumeurs, un mauvais exemple pour les enfants. Il est quand même bien connu que les enfants imitent les gens qu'ils voient autour d'eux, en particulier les adultes. Donc s'ils voient beaucoup d'adultes fumer, ça donne un mauvais exemple. L'expérimentation dans les 3 aires de jeu devrait durer 1 an. Si elle est concluante, la mesure pourrait être étendue à tous les parcs de la capitale.